Bonjour. L'émission Santé Plus d'aujourd'hui est consacrée à un événement exceptionnel qui a été organisé il y a quelques jours par l'association S3 Odéon. Cette association est dirigée par Agnès Renard, que vous connaissez. Donc cette édition spéciale que vous avez organisée de S3 Odéon, c'est nommé Covid-19, ce que dit la science. Et vous avez vous-même réuni un panel de chercheurs absolument extraordinaire. Dites-nous exactement comment vous avez organisé ça et que s'est-il passé pour cette journée Covid-19. Merci de votre invitation. Alors, l'association S3 Odéon, c'est une nouvelle forme de communication, faite de prises de parole sans notes, sans support, 7 minutes, pour dire ce que l'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Alors pourquoi nous avons fait une édition spéciale Covid ? Eh bien parce que chacun de nous, tout citoyen, a été assailli, assommé, on va dire, d'informations contradictoires et ne savait plus très bien où... Contradictoire et fantaisiste. Et fantaisiste, parce que chacun allait de son commentaire se transformer en épidémiologiste. Donc nous avons réuni un panel de 12 personnalités, parmi les plus compétentes de leur domaine, pour dire ce qu'on savait à date sur le virus, la gestion de la crise sanitaire et le contrôle de la pandémie. Et vous les avez réunis dans un endroit absolument prestigieux qui est la bibliothèque de l'Institut de France. Oui, parce que c'était le lieu du savoir. Donc nous voulions que cette édition spéciale qui était basée sur les connaissances et sur la science soit représentative. Donc nous avons organisé ces interviews depuis l'Institut de France et en association avec l'Académie des sciences et l'Institut du cerveau. Alors on va le redire à la fin de l'émission, mais dites-nous déjà maintenant comment les téléspectateurs peuvent regarder l'intégralité de cette émission, de cet événement dont nous allons maintenant montrer quelques extraits. Alors cette émission, elle est bien sûr tout à fait visible en replay, comme on dit, depuis la chaîne YouTube de l'Académie des sciences. Et vous pouvez y accéder facilement, sans noter des codes, par le site internet www.s3odeon.fr. s3odeon.fr. Alors commençons maintenant par, nous allons montrer quelques extraits que vous avez choisis et la première personne que vous nous proposez, le premier intervenant de votre événement, c'est Bruno Lina. Alors j'ai choisi un virologue pour commencer, parce que c'est peut-être important, avant même d'essayer de comprendre comment on doit agir pour soi et pour sa famille, de comprendre ce qu'est ce virus en fait. Alors Bruno Lina, il est virologue à l'université de Lyon, et il nous a expliqué que ce virus sortait bien d'un réservoir animal, qu'il ne mutait que très peu, il est très stable, et que ce virus, il s'attaquait non seulement aux voies aériennes. Évidemment, tout le monde sait que lorsqu'on a le Covid, on a des problèmes pulmonaires. Mais il nous a aussi expliqué que ce virus pouvait avoir des atteintes parfois cardiaques, neurologiques, dermatologiques. Et ça, je pense que c'est important pour les téléspectateurs de connaître en fait un peu plus d'éléments sur ce virus. Eh bien, écoutons Bruno Lina. Ce que l'on sait sur ce virus, ce que je peux vous expliquer sur ce virus, finalement, c'est un certain nombre de choses. Premièrement, il sort d'un réservoir animal. C'est l'ancêtre de ce virus, c'est un virus qui vient d'une chauve-souris, et on le sait parce que quand on a fait des comparaisons de séquences génétiques entre des virus de chauve-souris, qui sont des coronavirus qui circulent de façon abondante chez ces animaux, et ce fameux SARS-CoV-2, il y a une homologie de séquences extrêmement élevée. Et ce coronavirus, malgré tout, il présente quelques petites nuances, qui sont des nuances importantes, qui sont celles justement qui sont portées par la séquence de la protéine Spike qui interagit avec le récepteur. Et cette séquence-là, elle est différente entre le virus de la chauve-souris et le virus de l'homme. Ce qui signifie que, quelque part, dans la construction du virus, il y a probablement eu une évolution entre ce virus de chauve-souris et le virus humain. Pour cette évolution, il avait été proposé à un moment donné que ça se passe chez le pangolin. Et au bout du compte, pour l'instant, il est plutôt innocenté, le pangolin, puisqu'on n'a jamais réussi à trouver chez cet animal le virus qui ressemble à celui qui est chez l'homme. Mais il y a eu une évolution et on n'a pas trouvé cet hôte intermédiaire en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, quand il est sorti du réservoir animal et qu'il a donné les premiers cas, c'est le deuxième point, ce virus, il est parfaitement adapté à l'homme. Et il se transfère très bien d'un individu à l'autre parce qu'il a cette capacité de se multiplier dans les voies aériennes supérieures.
Et cette capacité, elle est vraiment très importante dans la dynamique épidémique. Et quand on regarde les autres coronavirus, qui eux aussi sont sortis de la chauve-souris, et on parle du SARS en 2003 et du MERS en 2012, on a trouvé pour ces virus, les animaux intermédiaires qui ont permis la transmission à l'homme. C'est respectivement la civette pour le SARS et le dromadaire pour le MERS. Par contre, on n'a pas eu cette évolution qui a permis à ces virus de devenir transmissibles rapidement de l'homme à l'homme, parce que jamais ces deux virus-là sont réussis à s'adapter à nos voies aériennes supérieures. Donc on voit que le coronavirus du SARS-CoV-2, finalement, il a eu une étape d'adaptation supplémentaire qui a permis sa transmission interhumaine. Et donc il se comporte comme un virus pandémique, et jusqu'à présent, on avait toujours réfléchi sur les virus pandémiques respiratoires comme n'étant que les virus influenza. Eh bien on voit que les coronavirus sont capables de le faire. Or, si on revient un petit peu en arrière et qu'on fait ce qu'on peut appeler de l'archéovirologie en quelque sorte, eh bien, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que ce phénomène d'introduction d'un coronavirus chez l'homme, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et il est très probable, quand on regarde un petit peu l'horloge génétique d'un certain nombre de nos coronavirus humains, que certains d'entre eux sont rentrés dans l'homme au XIXe siècle, au cours probablement d'un phénomène pandémique. Et aujourd'hui, il y a une question qui se pose dans le monde scientifique, c'est: on avait attribué en 1889-1890 une pandémie qui était investiguée avec les moyens qu'il y avait à l'époque comme étant une pandémie influenza. Si ça se trouve, c'était une pandémie à coronavirus. Donc on va essayer d'explorer ça pour savoir si ce n'est pas à cette occasion qu'un des coronavirus saisonniers qui est chez nous maintenant, qui circule de façon abondante, qui donne le rhume de l'enfant, qui est un virus relativement bénin, eh bien peut-être que c'est un virus post-pandémique et qui s'est stabilisé chez nous, comme probablement le SARS-CoV-2 va le faire. Alors ces virus, ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que c'est des très gros virus, mais qui sont très stables. Ils varient assez peu. Et lorsque l'on regarde un tout petit peu la dynamique évolutive de ces virus et qu'on la compare aux autres virus respiratoires, comme notamment le virus influenza, mais c'est vrai pour d'autres aussi, on a intrinsèquement l'habitude de dire ces virus ARN, ils mutent tout le temps. Eh bien lui, il ne mute pas parce qu'en fait, il mute peu, très peu, parce qu'en fait, il a un système qui corrige les erreurs quand il introduit une erreur lorsqu'il réplique son génome. Quand il est dans la cellule, il fabrique des tas et des tas de génomes, et si jamais il y a une erreur, elle est corrigée. Et ça entraîne une très grande stabilité, au moins sur la réplication de ces virus, et à un tel point que, pour vous donner une idée juste de comprendre, on a une horloge moléculaire de l'évolution de ce virus. Cette horloge moléculaire, elle nous explique que sur un génome qui a une taille de 30 000 nucléotides. Alors, on va pas parler comme ça, on va dire, vous avez 300 pages, sur chaque page, il y a 100 lettres, d'accord ? Eh bien, chaque mois, 2 lettres sur l'ensemble du livre sont capables de changer. C'est ça la possibilité évolutive que l'on observe actuellement sur ces virus. On voit donc qu'il y a une très grande stabilité. Cette stabilité n'empêche pas que de temps en temps, il s'intègre des substitutions, c'est-à-dire des modifications. Et il y en a 2 qui nous ont particulièrement intéressés, qui surviennent justement dans cette fameuse protéine spike et qui ont probablement amélioré un tout petit peu la capacité de diffusion du virus et peut-être aussi son antigénicité, c'est-à-dire la capacité de développer des anticorps. Donc on voit que ça peut être un atout pour nous, en tout cas en termes de réponse immunitaire. Donc, tous ces éléments nous donnent beaucoup de choses robustes sur la connaissance du virus, sur ce qu'il est capable de faire, sur ce qu'il ne fait pas. Mais l'infection virale, c'est une relation entre l'hôte et le virus. Et ce que l'on est en train d'apprendre encore au fil du temps, c'est que ce virus, certes, il infecte les voies aériennes supérieures et inférieures. Certes, il se transmet très bien par voie aérienne, mais il est aussi capable d'impacter d'autres organes à l'intérieur du corps humain. Et on sait qu'on observe régulièrement des atteintes pulmonaires profondes, mais aussi parfois des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, des atteintes neurologiques, aiguës. Et ce que l'on voit, et peut-être d'autres encore, et des atteintes cutanées aussi, et il y a un primum movens, il y a quelque chose qu'on retrouve à peu près systématiquement dans ces infections de ces organes, c'est que finalement, ces organes sont vascularisés par des capillaires. Ces capillaires sont couverts de cellules endothéliales, qui sont les cellules des capillaires. Or, ces cellules s'infectent
avec le virus, avec le coronavirus. Donc c'est probablement lié, pour partie, à la destruction de ces capillaires par le coronavirus qui entraîne ces lésions. Alors, on les observe, ces lésions parfois aiguës qui guérissent, mais il y a un autre pan de la pathogénèse que l'on est en train de comprendre, c'est les atteintes chroniques. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on a une expérience de 9 mois sur un pathogène, développer des théories sur les atteintes chroniques à 5 ans ou 10 ans, c'est impossible. Donc on est aujourd'hui dans un moment d'observation, en quelque sorte, où on va essayer de comprendre si ce virus est capable de donner des pathologies à long terme, et on évoque des pathologies neurologiques. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont désorientées après avoir eu cette infection, des pathologies cardiaques ou des pathologies pulmonaires à type de lésions chroniques. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on a. Un, ce virus, on sait d'où il vient. Deux, on connaît sa stabilité, mais malgré tout, on sait qu'il est capable d'évoluer. Et il y a des mécanismes d'évolution qui pourront être abordés par recombinaison génétique, qui était peut-être l'événement fondateur de ce virus, qui peut survenir encore. Et sur le pouvoir pathogène, on a encore terriblement de choses à apprendre. Alors Agnès, curieusement, nous allons parler maintenant du porte-avions Charles de Gaulle. Expliquez-nous la relation avec le Covid. Alors Arnaud Fontanet, qui est un grand épidémiologiste de l'Institut Pasteur, nous a offert une prise de parole tout à fait intéressante, puisqu'il nous a raconté comment, au sein du porte-avions Charles de Gaulle, eh bien, en fait, la notion d'immunité collective avait été un petit peu plus compliquée qu'on l'avait peut-être imaginé. Et il a fait une intervention très pédagogique pour nous expliquer si oui ou non on pouvait rêver d'une immunité collective. Eh bien, écoutons Arnaud Fontanet. Monsieur Fontanet, nous allons parler ensemble d'immunité individuelle et collective. Oui, alors je vais peut-être commencer en vous racontant une histoire. Alors cette histoire, c'est celle du porte-avions le Charles de Gaulle, qui quitte la rade de Brest le 16 mars 2020. Il y a à son bord 1700 marins. Ils sont inquiets d'avoir emmené avec eux le SARS-CoV-2 et pendant 14 jours, la durée maximale de l'incubation de la maladie, ils prennent des précautions. Et puis le 30 mars, il n'y a pas eu de cas déclarés à bord. Ils lèvent ces mesures de précaution. Ils font même une soirée. 2 jours plus tard, arrivent à l'infirmerie du Charles de Gaulle des marins qui toussent, qui ont de la fièvre, qui ont perdu l'odorat. Et sur l'espace de 3 semaines, on va avoir plus de 1000 marins, 68% de la population du bateau qui va déclarer la Covid-19. Et si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement le concept de l'immunité collective, c'est-à-dire quel est le taux, la proportion de personnes dans une population qui doit être infectée pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Alors on a des formules qui permettent de l'estimer. On part du nombre de reproductions de base, c'est le nombre de cas secondaires par personne infectée, dans une population qui serait totalement susceptible et en absence de mesures de contrôle. Pour le SARS-CoV-2, elle est de 3. Eh bien, si vous prenez la formule 1 moins 1 sur 3, vous obtenez 67%, très proche des 68% du Charles de Gaulle. Et certains pourront dire, d'accord, mais là, c'est une population très homogène dans des milieux confinés. Dans la population réelle, il y a des taux de contact différents par tranche d'âge, il y a des gens qui sont très exposés, des super contaminateurs. Si on met ça dans un modèle mathématique plus sophistiqué, on peut descendre les 67% à 50%, mais on ne peut pas descendre plus bas. Et d'ailleurs, on a vu déjà 3 villes dans lesquelles, dans des quartiers grande promiscuité, le virus a circulé et a atteint ces 50%. C'est dans des quartiers de Bombay en Inde, du Cap en Afrique du Sud, et également à Manaus au Brésil. Donc ces 50%, ils semblent assez solides comme référence pour savoir où le virus arrêtera de circuler de façon épidémique. Alors la prochaine question, c'est où est-ce qu'on en est en France à l'issue de la première vague épidémique? Eh bien, on a fait des enquêtes qui portent sur le dépistage d'anticorps dans la population en mai-juin dernier en France, et on a trouvé que 5% de la population française avait été immunisée au décours de la première phase épidémique, 10% dans les régions les plus touchées, le Grand Est, la région parisienne, 3% en Bretagne, la région la moins touchée, mais vous voyez, c'est 5%. On est vraiment loin de ces 50%. Alors, comme le disait Alain Fischer, il n'y a pas seulement l'immunité humorale, il y aurait peut-être ces personnes qui ont des cellules T, 20 à 50% en population, qui reconnaissent les protéines du SARS-CoV-2 parce qu'elles ont pu avoir une immunité croisée avec d'autres coronavirus, les coronavirus saisonniers dont parlait Bruno Lina. Eh bien, en tout cas, chez les marins du Charles de Gaulle, ça n'a pas beaucoup aidé. Donc, je ne compterai pas trop dessus. Et comme le disait Alain Fischer, il faut du recul pour se dire qu'ils pourraient nous protéger. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il faut atteindre ces 50%. Quelle est la voie à suivre? Il y en a qui ont proposé de dire « laissons le virus circuler chez les plus jeunes
Et protégeons ceux qui vont faire des formes sévères, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, ceux qui ont des comorbidités comme surpoids, hypertension, diabète, maladies cardiaques ou respiratoires. Simplement, c'est un virus qui circule extrêmement vite. Et si on le laisse circuler, on ne peut pas l'arrêter, on ne pourra pas garder les compartiments étanches, et on se finira avec jusqu'à 50% de la population française infectée, avec un taux de létalité de 7 pour 1000, 7 personnes qui décèdent pour 1000 infections, ça fera plus de 200 000 morts. C'est inacceptable aujourd'hui, et en plus les hôpitaux, vous le savez, sont déjà en grande tension, ils ne le supporteraient pas. Non, la voie pour atteindre l'immunité collective, la seule voie sûre, c'est le vaccin. Et le vaccin, en plus, on peut choisir qui on immunise. On peut immuniser les personnels soignants les plus exposés. On peut immuniser les personnes fragiles, ceux qui sont à risque de forme grave, on les a déjà cités. Et puis le vaccin, si l'immunité elle ne dure pas plus d'une année, comme c'est le cas par exemple pour les coronavirus saisonniers, on peut le répéter, comme on le fait pour le vaccin de la grippe. Donc le vaccin, c'est le bon outil. Il y a déjà 9 vaccins qui sont dans ce qu'on appelle la phase 3. On va voir s'ils sont efficaces. Donc on aura les premiers résultats début 2021. Peut-être en production suffisante au deuxième semestre 2021 pour nous protéger. Et en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, continuons de nous protéger, continuons de protéger les plus vulnérables, mais voilà, on a quelques mois difficiles à passer. Simplement, pour la première fois, on a un peu de lumière au bout du tunnel, et ce sera le vaccin. Agnès, notre dernière intervenante, parce qu'il s'agit d'une femme, c'est Karine Lacombe, qui est infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et elle nous parle de la mortalité du Covid-19. Oui, alors Karine Lacombe, c'est une femme de terrain, une infectiologue qui, depuis des mois, prend en charge les malades. Et elle nous a quand même passé un message d'espoir en nous expliquant que la mortalité du Covid avait diminué de 50% entre mars et juin, et que ça avait aussi permis de faire évoluer la prise en charge des malades. Donc la manière dont on s'occupait des malades et la manière dont on pouvait essayer d'enrayer ce fameux orage inflammatoire qui est une véritable loterie en fait, et qui malheureusement faisait en sorte que de temps en temps certains malades s'aggravaient beaucoup plus vite que d'autres. Donc elle a un propos très intéressant et elle nous explique ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en termes de traitement, sur quel arsenal thérapeutique les médecins, que ce soit en France ou partout ailleurs, sur quels médicaments ils peuvent s'appuyer pour mieux prendre en charge aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait beaucoup mieux prendre en charge les malades qu'il y a 6 mois. Alors écoutons Karine Lacombe. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire indépendamment de l'âge, du sexe, la mortalité par la Covid-19 a diminué de 50% entre mars et juin 2020. Alors évidemment, ce n'est pas parce que le virus a muté et qu'il est devenu moins pathogène, ce n'est pas non plus parce que les défenses immunitaires des êtres humains se sont déjà habitués à ce nouvel agent infectieux, mais c'est surtout parce que la prise en charge thérapeutique de la Covid-19 a considérablement évolué et s'est beaucoup améliorée. Et pour comprendre comment ces stratégies thérapeutiques ont pu améliorer la mortalité, il est indispensable de savoir, de connaître la physiopathologie de l'infection à SARS-CoV-2. En effet, au-delà de la partie virale de l'infection qui intervient quelques jours après la contamination, on s'est rendu compte que la Covid-19 était principalement une maladie de système, c'est-à-dire qu'elle se manifestait par des expressions cliniques très diverses. Elles peuvent toucher le cerveau, le système digestif, le rein, évidemment les poumons, mais également les muscles, la peau, etc. Et donc, on a vu également que cette physiopathologie impactait énormément l'expression clinique de la maladie. À partir du moment où le virus rentre dans les cellules par l'intermédiaire des récepteurs ACE2, le virus va utiliser une machinerie enzymatique qui va lui permettre de se multiplier à grande échelle très vite et va entraîner l'apparition de défenses immunitaires de type inflammatoire qui parfois peuvent être exacerbées. En sus du classique syndrome pseudogrippal qui intervient quelques jours après la contamination, environ 20% des personnes infectées vont développer une pneumonie hypoxémiante qui vont les conduire à l'hôpital et un certain nombre d'entre elles vont passer en réanimation. Alors pourquoi ? On connaît maintenant certains facteurs de risque tels que l'âge, le sexe, le surpoids, également le diabète ou les pathologies comme des maladies pulmonaires, cardiaques, etc. Et
À côté de ces facteurs de risque classiques, on a mis en évidence des signatures immunologiques qui vont prédisposer à une évolution délétère de l'infection. Et ces signatures immunologiques, justement, deviennent des cibles thérapeutiques. Et effectivement, on a montré, parmi toutes les stratégies de traitement que l'on a explorées, que celles qui ont apporté un meilleur impact en termes de mortalité étaient surtout, à ce jour, celles qui s'étaient adressées à la phase inflammatoire plus qu'à la phase virale. Alors par exemple, les corticostéroïdes. Donc les corticostéroïdes sont une thérapeutique très ancienne que l'on a utilisée dans la grippe, et on a montré d'ailleurs que dans la grippe grave, les corticostéroïdes pouvaient être délétères. Eh bien, chez les malades atteints de la Covid-19, les corticostéroïdes ont permis de diminuer de 20% la mortalité chez les personnes en salle de médecine, jusqu'à 35% la mortalité chez les personnes hospitalisées en réanimation. Donc les corticostéroïdes sont vraiment devenus la pierre angulaire du traitement de la Covid-19. À côté de cet anti-inflammatoire classique, on a évalué de nombreux immunomodulateurs et parmi toutes les molécules, celles pour lesquelles on a les résultats les plus solides, même s'ils sont encore assez partiels, c'est le tocilizumab. Le tocilizumab est une anti-interleukine 6 et l'interleukine 6 est une protéine essentielle dans l'inflammation dont la concentration augmente beaucoup au cours de la Covid-19 et le tocilizumab a montré une efficacité en termes de diminution du passage en réanimation, du taux d'intubation et de la mortalité à 28 jours. Alors évidemment, il y a des antiviraux. Je ne reviendrai pas sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, dont on a montré dans de nombreux essais qu'elle n'avait aucune efficacité en curatif ou en préventif, et elle pouvait même avoir un effet délétère quand elle est associée à l'azithromycine. Un point particulier qui est le remdesivir. Donc, le remdesivir, dans 3 essais récemment publiés, a montré une petite efficacité sur le plan clinique en diminuant de 4 jours la durée d'hospitalisation, donc l'expression des symptômes, mais pas d'impact sur la mortalité à 28 jours. Et on attend avec beaucoup d'impatience les résultats de Solidarity, ce grand essai international qui contient l'essai européen Discovery pour avoir de meilleures données sur cette fameuse mortalité à 28 jours. Évidemment, à côté de ces molécules dites repositionnées, parce qu'elles ont été mises sur le marché avec des indications hors Covid-19, il y a le plasma de convalescent qui est une vieille thérapeutique qui constitue un transfert d'immunité passive et qui a montré une efficacité à ce jour, surtout chez les personnes immunodéprimées, en particulier par absence de fabrication, par absence de lymphocytes B qui fabriquent les anticorps anti-SARS-CoV-2. 2 choses extrêmement importantes qui font partie des thérapies de support, des soins de support et qui ont considérablement également changé le pronostic de la Covid-19, c'est l'anticoagulation et les moyens d'apporter de l'oxygène. Dans l'anticoagulation, il faut se rappeler que dans la Covid-19, l'incidence des événements thrombotiques est extrêmement élevée et d'ailleurs, le premier patient qui est décédé en France de la Covid-19 est décédé d'une embolie pulmonaire. Donc maintenant, l'anticoagulation est un élément important de la prise en charge et on adapte le degré d'anticoagulation au degré d'inflammation que présente le patient. À côté de l'anticoagulation, deuxième soin essentiel de support, c'est l'oxygénothérapie. On a aussi appris énormément. Par exemple, en salle de médecine, on utilise maintenant ce que l'on appelle le décubitus ventral vigile, qui permet de diminuer le risque de passer en réanimation. Et en réanimation, on utilise l'oxygénothérapie à très haut débit qui permet de diminuer le risque d'être intubé avec toutes les conséquences délétères secondaires à l'intubation. Alors, à côté de toutes ces thérapies non ciblées, repositionnées, sont développées des thérapies ciblées et j'espère que les résultats qu'on va en avoir dans les mois à venir vont permettre de répondre aux enjeux médicaux, mais également sociétaux et économiques. Et puis bien sûr, ma présentation sur la prise en charge de la Covid-19 serait vraiment incomplète si je ne rappelais pas les moyens de prévention essentiels que l'on a à notre disposition, qui sont le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale, l'aération des espaces clos, mais également le diagnostic des personnes symptomatiques, le dépistage des personnes contacts et puis l'isolement, la mise à l'isolement strict des personnes positives.
Évidemment, chacune de ces mesures prises séparément ne permettra pas d'infléchir l'épidémie. En revanche, l'application de toutes ces mesures ensemble devrait permettre de modifier la dynamique de l'épidémie. Donc on voit bien en fait que l'on a une responsabilité individuelle pour un enjeu qui est collectif, et dans une société inclusive, je pense que chacun d'entre nous doit œuvrer à être garant de la santé des autres. Alors Agnès, c'est la fin de cette émission, de cette première émission consacrée à l'événement Covid-19 S3 Odéon. Quels sont les prochains témoignages que nous allons entendre à partir de la semaine prochaine, par exemple ? Alors il faut aller un peu plus loin parce que tous les téléspectateurs ont énormément de questions. Il y a par exemple la question de l'immunité. Pourquoi certains citoyens ont des formes sévères? Eh bien ça, il faut aller un peu investiguer, approfondir les prédispositions génétiques. Et puis je pense qu'on pourra aussi parler de la prise en charge de ces formes sévères. Est-ce qu'on a des traitements? Est-ce que les études ont permis en 6 mois, finalement, l'évolution des connaissances a permis de faire des progrès dans ce sens? Et puis on pourra aussi se questionner de savoir finalement, est-ce que ce virus est-il exceptionnel, oui ou non? C'est un virus avec lequel nous allons malheureusement, je crois, devoir vivre encore un certain temps, et donc ce sera très intéressant d'en parler régulièrement dans cette émission Santé Plus. Merci beaucoup et bravo pour cet événement que vous avez magistralement organisé dans la magnifique bibliothèque de l'Institut de France. Merci beaucoup Agnès, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis, et à bientôt pour Santé Plus.